Bonjour et bienvenue, vous écoutez Covoiturage. C'est un entretien embarqué, une rencontre au gré des kilomètres, sans autre impératif que de tailler la route. Aujourd'hui, c'est avec un journaliste auto que j'ai décidé de covoiturer, Pierre Lefebvre. Il est rédacteur en chef adjoint de l'Automobile Magazine. Et pour tout vous dire, je le connais, je travaille régulièrement avec lui. Mon 107.7 collabore avec son mensuel depuis plusieurs années. Mais si on se croise tous les mois pour enregistrer des chroniques radio, jamais je n'ai embarqué à ses côtés pour réaliser un essai auto. Le rendez-vous a été fixé la semaine dernière. Mon covoitureur du jour m'attend ce matin de décembre devant la rédaction de l'Automobile Magazine. C'est là que je me trouve. Bon alors, il pleut des cordes ce matin. Je tente tant bien que mal de m'abriter. Quel est le programme ? À vrai dire, je ne sais pas. Peut-être vais-je m'envoler pour la Norvège, arpenter les routes des îles Lofoten à bord d'une Volvo XC40 ou bien peut-être découvrir l'Italie, tiens, du côté de Monza. Et pourquoi pas la toute dernière Fiat 500 électrique. Bon, le suspense est à son comble, même si en dehors de mes 2 micros et de mon casque, moi je n'ai pas prévu de m'absenter plus de 12 heures. Comprenez par là que je n'ai pas pris ma brosse à dents. J'attends Pierre qui ne devrait plus tarder. Ça y est, je le vois qui approche. Ah, alors c'est une Citroën. Je la connais pas celle-là, j'ai pas l'impression en tout cas. Il est là mon covoitureur. Bonjour Pierre. Bonjour Perrine, comment ça va ce matin ? Ça va et toi ? Bah, il fait beau, tout va bien. Oui, est-ce que tu m'emmènes du côté de la chaleur ou du dépaysement le plus total ? Alors, de la chaleur, je ne pense pas malheureusement Perrine, c'est bien en ce moment, c'est un peu compliqué. Du dépaysement peut-être, écoute, en tout cas, on va aller se promener un petit peu dans cette nouvelle Citroën. Ah j'adore, bon en tout cas, merci de m'accueillir. Je vais peut-être me débarrasser un peu de mes affaires. Help yourself, comme on dit en anglais. Ça marche. Vous dire que je suis déçue serait mentir. Me voilà parée pour tester la toute dernière de chez Citroën, la C4. Bon bah c'est une petite install, mais ça y est, on y est. Bienvenue à bord. Ouais, merci. Bon bah voilà, à l'abri. Bon, je te cache pas Pierre que oui, j'espérais, je sais pas, moi je rêvais de Norvège ou d'Italie. Hein. Alors oui, Norvège à cette saison, il aurait pu faire beau, ça aurait pu être très très blanc surtout. Et d'Italie, bah, malheureusement on n'a pas trop le droit de voyager, mais c'est effectivement un bel endroit pour essayer une voiture, l'Italie. Tu voyages encore un peu ou pas ? Très peu maintenant, pour une raison très simple, c'est que en fait les constructeurs automobiles ont 2 façons de présenter leurs nouveautés. La première, c'est ce qu'on appelle des présentations internationales, donc ils choisissent un pays dans le monde. Alors majoritairement c'est en Europe, parce que la plupart des constructeurs qui vendent des voitures chez nous sont des constructeurs européens, c'est aussi bête que ça. Ils choisissent un pays et puis ils font venir les journalistes d'Angleterre, d'Allemagne, d'Italie, d'Espagne, de France évidemment, à essayer la voiture sur place. Et puis il y a une autre façon d'essayer les voitures, c'est nous, à l'Automobile Magazine, mais pas que nous, nos confrères également, on s'adresse aux représentants du constructeur en France, on leur dit voilà, on aimerait bien traiter cette nouveauté qui est arrivée en France, et dans ce cas-là, on réserve la voiture et on l'essaie sur plusieurs jours jusqu'à ce qu'on ait terminé notre travail, après on la rend. Et là donc tu l'as récupérée quand, la voiture ? Alors cette voiture-là, on l'a récupérée au milieu de la semaine dernière, donc auprès de Citroën, et l'idée eh bien, c'est de la garder plusieurs jours, de la passer sur le circuit de Montlhéry également, où on mesure les voitures, on vérifie les performances. Donc là on va à Montlhéry aujourd'hui ? Peut-être, tu verras. D'abord, on va aller prendre la route parce que l'idée aussi d'essayer une voiture, c'est de la conduire comme monsieur tout le monde. Et donc, moi, j'ai mes petites routes d'essai. Je vais t'emmener un petit peu dans la jolie campagne autour de Paris. Bon, bah écoute, super, très bien. Alors, ceinture, n'est-ce pas ? Ah, ceinture, c'est toujours mieux. Et puis alors, bon, bah, je vais essayer de me dépatouiller de mes micros et de mon casque. Et bah, c'est parti pour l'aventure, quand même, un peu. Hein. Bon, l'aventure, le mot est un petit peu fort, mais... Ah bah, pour moi, si, je t'assure. On en a pour
pour combien de temps, là, tu dirais, de route? Alors, c'est un parcours, normalement, moi je le fais bien souvent au départ de mon domicile. Bon, là, ce matin, je suis venu te récupérer, parce que je voulais pas te laisser sous la pluie. Je pars traditionnellement, 1h30, 2 heures à peu près. Alors il n'y a pas que du roulage, hein. C'est-à-dire que j'ai vraiment un parcours dédié parce que c'est toujours la même route finalement où il y a très peu d'écart sauf qu'il y a des déviations, des travaux, etc. Et l'idée c'est surtout que j'ai des points de repère. C'est-à-dire que je passe systématiquement avec toutes les voitures à cet endroit-là, donc ça me permet à la fois de comparer, par exemple, ne serait-ce que le confort de roulement. Et puis une fois arrivé sur place, je suis plutôt au calme, donc c'est un peu la campagne. En l'occurrence, on va vers la Roche-Guyon, c'est donc dans le Vexin. Et généralement, ce que je fais, c'est que je me pose et je prends mes notes. Donc je fais mon tour aussi statique de la voiture. À la fois, faut s'installer aux places arrière, faut voir comment le coffre est fichu. Essayer une voiture, finalement, c'est pas que la conduire. Faut essayer de vivre avec, regarder le nombre de rangements, regarder si on est bien installé, mais si les passagers arrière aussi sont bien installés. C'est vraiment juger un produit dans sa globalité. Voilà. Et donc là, tu es déjà en train de la tester en fait. Oui, je suis déjà en train de la tester. En fait, il y a des choses qui, avec l'expérience, en fait, il y a des choses qui sont révélatrices très très vite. C'est un métier qui est un petit peu particulier parce que c'est un métier qui fait rêver. Enfin, moi j'en ai conscience, j'en rêvais en tout cas quand j'étais gamin. Ouais. Tu penses que ça fait partie de mes questions, hein? Ouais, bien sûr, je m'en doute. Après, aimer les voitures, c'est chouette. Avoir un bon coup de volant, c'est bien aussi, mais on ne demande pas forcément aux gens de la profession d'être des pilotes. En fait, la première des règles, déjà, c'est aimer écrire. Parce que mon métier, c'est journaliste. C'est certes journaliste automobile, mais journaliste avant tout. Et donc, le Graal pour tout journaliste automobile, c'est de pouvoir réaliser des essais, mais en l'occurrence, c'est un travail au long cours. Ça fait combien de temps, toi, que tu es journaliste auto ou journaliste tout court, comme journaliste tout court, ça fait pas loin de 20 ans maintenant. Journaliste auto, on va dire pas loin de 20 ans non plus. C'est-à-dire que j'ai commencé par des stages, hein, comme tout jeune journaliste. J'ai fait une école, c'est pas forcément une obligation dans notre métier, mais moi j'ai fait une école reconnue par l'État à la profession parce que je voulais vraiment apprendre les techniques d'écriture, etc. Et j'ai effectué un stage dans un magazine automobile parce que j'aimais évidemment les voitures. Puis ça m'a plu, le courant est bien passé, donc tout en continuant mes études, j'ai commencé un petit peu à bricoler, si je puis dire, faire des piges. Ça veut dire que au départ, tu n'étais pas forcément, toi, décidé à être dans le milieu de l'auto? Ah, pas du tout. En fait, alors, même dans la presse tout court, hein, ouais. Pour être totalement transparent. Tu te voyais quoi, reporter de guerre? Alors, t'es pas loin du truc, en fait. Quand j'étais au lycée, j'hésitais entre deux métiers. C'était soit travailler pour la Grande Bavarde, donc la presse, devenir journaliste, soit travailler pour la Grande Muette, à savoir l'armée. L'armée, oui. Et en fait, j'ai fait le mauvais choix, ou on va dire c'est pas forcément un mauvais choix, mais je n'ai pas choisi la bonne direction au départ, puisque j'ai intégré un lycée militaire pour faire dans une prépa, en fait, dans le but de préparer le concours de l'école spéciale militaire, donc qui est Saint-Cyr-Couët-Quidan. Et j'y suis resté à peu près 1 an. Alors je regrette absolument rien parce que... mais c'était pas ça, quoi. C'était pas ça, voilà. C'était pas pour moi, pour 1001 raisons. Et donc de là, je suis parti vers finalement l'autre voie qui m'intéressait, qui est la mienne aujourd'hui, à savoir la presse. Et donc l'auto, en fait, tu fais un stage donc, dans une rédaction d'un magazine automobile, et là c'est la révélation. Je sais pas si je dirais que c'est la révélation. Évidemment, je trouve ça super. Enfin, on a un peu les yeux qui brillent. Évidemment, on pense tout de suite, quand on est jeune comme ça, à des belles voitures de sport, des etc. Des voyages, des beaux reportages. Mais c'est ça. C'est quand même ça, votre métier. Ah, non, c'est pas. Je suis pas tout à fait d'accord avec toi. L'idée, c'est que c'est cette part de rêve. C'est comme dans tout métier. Il y a le strass et les paillettes, et puis il y a l'à côté aussi. Je pense que le choix de la presse auto, il est venu effectivement par la passion de l'automobile, mais en même temps aussi par la complexité du sujet, parce que une voiture, on en voit tous les jours, mais on ne se doute pas de la
complexité pour fabriquer un produit comme ça. Parmi les produits industriels, c'est peut-être l'un des produits les plus compliqués. Il y a l'aéronautique et l'automobile. Alors je dirais que l'aéronautique, c'est peut-être plus facile de construire un avion qu'une voiture. Non, comme tu y vas. Non, parce que un avion, en fait, la notion de coût, elle est moins forte que dans l'automobile. C'est-à-dire que typiquement, pour valider une pièce de moteur d'avion, un avion, quand il tombe, ça fait du bruit médiatique. Enfin voilà, il y a beaucoup de victimes, etc. Donc les fabricants ont une tolérance qui est plutôt une intolérance au côté imparfait qui est drastique. C'est que ces gens-là, l'argent finalement n'est pas un problème quand on développe une pièce. En automobile, c'est un peu plus compliqué parce que on va fabriquer un produit à plusieurs milliers, quand je parle de voitures de sport un petit très haut de gamme, dizaines de milliers, centaines de milliers, millions d'exemplaires. Donc il y a à la fois une notion évidemment de fiabilité, même si malheureusement toutes les autos ne sont pas parfaitement fiables, hein. On a beaucoup de lecteurs qui nous sollicitent pour ça. Mais il y a une notion de fiabilité et à côté de ça, il y a une notion de rentabilité. Et moi j'ai énormément d'admiration pour un constructeur, non pas qui fabrique une excellente voiture à 250 000 euros, mais pour un constructeur qui fabrique une excellente voiture qui en vaut 15 000. Ouais. Parce que c'est un véritable casse-tête. C'était à la fois, on a les designers, les gens de l'équipement qui vont vouloir mettre beaucoup d'équipements, ou les gens des couleurs et matières qui vont vouloir mettre des beaux matériaux dans une voiture. Et puis de l'autre côté, il y a le financier qui dit non, ça j'en veux pas, c'est trop cher. Et la sécurité en plus. Et la sécurité en plus, bien évidemment, Perrine. Il y a quelques paramètres quand même à prendre en compte. C'est pour ça que en fait la matière elle est hyper intéressante parce qu'elle est tout le temps en mouvement et la sécurité, tu mets le doigt sur sans doute la chose la plus importante, c'est qu'on a une sécurité passive. Alors, ce qu'on appelle la sécurité passive, il faut le rappeler, c'est la capacité de la voiture, par exemple, à encaisser un accident, la structure, etc. Donc, je t'apprends rien. Rouler aujourd'hui dans une petite Renault Clio et rouler dans une Clio il y a 25 ans ou 30 ans sur... C'est pas la même chose, non, ça c'est sûr. Vaut mieux avoir un accident avec la plus récente, déjà, voilà. Et ça, c'est un vrai... Mais heureusement, d'ailleurs. Vaut mieux pas avoir d'accident du tout, c'est encore mieux, mais malheureusement, c'est des choses qui peuvent arriver. Donc ça, c'est le premier point, c'est la sécurité passive. Et puis après, il y a la sécurité active. La sécurité active de nos voitures a réellement progressé. Alors évidemment, on pense à l'ABS, qui est un élément important puisqu'il permet d'éviter la perte de contrôle de la voiture lors d'un très fort freinage. C'est un système qui empêche le blocage des roues. Et puis l'autre élément de sécurité un peu plus récent et qui est maintenant de série, qui est obligatoire en Europe, c'est l'antidérapage ESP. Donc l'antidérapage ESP, c'est un système qui va compenser ou plutôt aider le conducteur à récupérer la voiture dans une situation critique. Et ça, cet équipement-là a changé la vie de l'automobiliste. Alors, d'une très bonne façon, parce que dans la globalité, ça réduit le risque d'accident. À mes yeux, en tant que professionnel de l'automobile, il y a un effet pervers dans ces équipements-là, parce que il y a eu un nivellement par le haut des automobiles, c'est-à-dire que les voitures sont plus confortables, plus performantes, plus sobres, plus sûres, etc., etc. Ça déresponsabilise en fait l'automobiliste, quoi, le conducteur. Ça le déresponsabilise pas, parce que je pense que la sécurité routière, de plus en plus de gens se sentent concernés par ça. Mais en revanche, ce qui est certain, c'est qu'il y a une perte d'humilité par rapport à la voiture. C'est-à-dire que le conducteur, finalement, est un peu plus isolé de la route par une sensation de facilité et d'efficacité, parce que parfois les équipements électroniques comme le SP, on en parlait tout à l'heure, fonctionnent tellement bien qu'une personne non avertie ne va pas avoir la capacité de se rendre compte qu'elle conduit au-dessus de ses capacités. Oui, bien sûr. Et du coup, il y a une perte d'humilité. Ouais. Et c'est tout le paradoxe de l'automobile moderne, c'est que parfois, et c'est encore plus prégnant sur les voitures de sport que nous on essaie, où on a pour moi passé un point de rupture il y a 2-3 ans, c'est que si on n'a pas l'habitude et qu'on ne se rend pas compte de ce qu'on est en train de faire, ça va vraiment très très vite et ça peut être
Dans laquelle nous nous trouvons est une berline compacte. Nous sommes donc loin de la voiture de sport évoquée à l'instant par Pierre. Pour autant, il me le dit lui-même, il a bien envie de la titiller pour la pousser dans ses retranchements, ce qui, avec le temps qu'il fait, ne me rassure, mais alors pas du tout. Écoute, moi, t'as un avantage, c'est que la voiture, je l'ai pas récupérée ce matin. C'est donc, ça. Tu l'as un petit peu en main. Moi, j'ai pu rouler sur le sec avec. Oui. mais la pluie, faut évidemment se méfier. Mais la pluie, en fait, c'est aussi révélateur elle est aussi révélatrice de plein de choses. C'est-à-dire que on va ne serait-ce que pour le bruit, tu vois, tout à l'heure on roulait, on entendait beaucoup d'eau passer dans les passages de roues. Alors le niveau reste correct pour cette voiture-là, mais typiquement sur la sonorisation, il pleut, c'est chouette. Nous, ça nous donne des informations. Et après sur le comportement routier aussi, ça nous donne des informations sur la capacité du train avant à digérer la puissance. Donc est-ce que le train avant est efficace ou pas? Voilà, c'est... Bon, on va de toute façon vivre ça alors... dans le prochain épisode de cette série Covoiturage. Si on en revient un petit peu à toi et à ce métier, donc tu démarres il y a 20 ans, comme on le disait, c'est un métier qui fait rêver. On se dit, oh là là, mais ils se font plaisir les mecs, ils partent, ils voyagent, ils ont des super belles voitures. Ça a été sûrement le cas, il y a eu une évolution de votre métier aussi. Ce qui est certain, c'est que le métier... journaliste auto, c'est le métier de journaliste tout court. Donc il y a eu une évolution du métier qui est à la fois positive et négative. L'évolution, je vais commencer par le négatif. Ouais. Moi, à l'époque, quand j'étais, on va dire, jeune padawan, pour reprendre un terme de cinéma, donc apprenti, j'ai eu la chance de pouvoir œuvrer dans des rédactions, y compris celle de l'Automobile Magazine où je suis maintenant, où la rédaction était suffisamment étoffée, les gens avaient un petit peu plus de temps pour prendre sous leurs ailes les jeunes journalistes et leur apprendre le métier. Et notamment, ça c'est hyper important, les essais de voitures. Parce qu'on s'improvise pas journaliste essayeur. À la fois, il faut avoir un petit coup de volant qui est correct, on ne demande pas aux gens d'être des pilotes, mais en revanche, ce qui est super important, et c'est ça, c'est on l'a ou on l'a pas, c'est le ressenti. Je suis en train de conduire, je passe sur une déformation sur la route, est-ce que je vais avoir la capacité de sentir ça et de graduer ça, c'est-à-dire par rapport à cet univers concurrentiel-là. Donc ça, c'est le petit regret que j'ai, et c'est le côté négatif, c'est que malheureusement, on est dans une économie qui est compliquée. La presse est pas en grande forme, on va dire, et les rédactions sont plus petites qu'avant, et on a moins de temps pour s'occuper des jeunes. La presse magazine, effectivement, est en souffrance. Et pourtant, il n'y a jamais eu autant de titres dans les kiosques. L'Automobile Magazine, Automoto, Auto Plus, Autojournal, La Voiture Verte, Land Rover Magazine, j'en passe et des meilleurs. Sans oublier La Toile, qui est un réel enjeu pour ces publications. Un article de presse en ligne est partagé en moyenne 7 fois. Les patrons de presse l'ont bien compris, tout comme les constructeurs. Je pense que les constructeurs ont aussi beaucoup envie de mettre en avant leur voiture. Oui, bien évidemment. Après, c'est positif ça pour vous? Alors oui, mais nous on n'est finalement pas au service des constructeurs. Moi je suis au service des lecteurs. Donc il nous arrive de nous accrocher avec les constructeurs. On entretient des relations cordiales mais fermes. En tout cas pour le journal que je représente. En fait, l'automobile est vraiment en train de faire sa révolution sur son mode de propulsion. Pendant un siècle, finalement, le thermique a toujours primé. Maintenant arrivent de nouvelles technologies, l'électrique, les voitures hybrides. En fait, on vit une période formidable et surtout, nous, en tant que spécialistes auto, plus que jamais, c'est à nous de séparer le grain de l'ivraie. C'est-à-dire que les grands médias se sont emparés du sujet, mais racontent souvent n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on entend tout et son contraire. Ah oui, c'est ça le problème, c'est que... Alors, je vais te rassurer, Perrine, quand on écrit du mal sur une voiture électrique, on est anti-électrique. Quand on écrit du mal sur une voiture hybride, on est anti-hybride. Quand on écrit du mal sur une voiture diesel, on est anti-diesel. Donc on est taxé de tous les mots. Ça nous amuse beaucoup. Ou alors sinon, mais vous avez dit du mal de cette marque-là, mais moi j'adore cette marque-là, c'est certains lecteurs comme ça. Alors bref, ça nous amuse, mais en tout cas, plus que jamais, notre travail, c'est de séparer le grain de l'ivraie et justement, typiquement, la voiture électrique, pour prendre cette problématique-là, la voiture électrique,
ce sont des voitures qui sont intéressantes, qui répondent à de nombreux critères, mais pas tous. Voilà. Notre travail, c'est d'expliquer que ce genre de voiture-là, c'est génial si vous avez peu de route à faire. Si vous vous servez de votre voiture 40, 50, 60 km, même 80 par jour, tous les jours, et que vous la branchez et que c'est une voiture qui ne vous sert qu'à ça, c'est génial. Mais en revanche, si vous essayez d'en faire la voiture principale du foyer, c'est compliqué parce que on a des temps de recharge relativement longs. On habite dans un pays qui a un petit peu mis la charrue avant les bœufs. L'infrastructure pour recharger les voitures n'est pas prête. Pas encore. Et ça, on a pu l'expérimenter. On a un membre de notre équipe qui est allé récupérer une voiture électrique en République tchèque, quasiment à la frontière polonaise. Ah, il a roulé depuis la République tchèque jusqu'en France. Exactement, voilà. On lui a donné le petit cadeau à faire, c'est-à-dire de revenir de République tchèque et de la ramener à Paris. Et finalement, il a fait un sujet qui est extrêmement intéressant et pertinent sur cette question, c'est que c'est faisable, voilà, ça ne fait pas un doute, c'est complètement faisable. Il a conduit 33 heures, il a à peu près rechargé la voiture sur 15 ou 16 heures. Bon, oui. Voilà, faut s'adapter, il faut la charger le temps qu'on déjeune, le temps qu'on dort, etc. C'est ça. Et le pays où il a le plus galéré, c'est la France. Voilà, exactement, parce que dans l'est de la France, il y avait beaucoup de bornes, et notamment des bornes de charge rapide qui ne fonctionnaient pas. Voilà. Mais nous, c'est à nous de mettre en pratique ça, ou de la même façon, il y a eu une espèce de polémique sur les hybrides rechargeables, parce qu'il y a des experts de l'expertise, comme on les appelle, qui vont avoir un avis sur tout et qui finalement ne testent pas grand-chose. Nous, les voitures hybrides rechargeables, on n'a pas découvert la semaine dernière qu'une fois que la batterie était fatiguée, elle consommait beaucoup. On teste les voitures pour ça, on les mesure pour ça, c'est-à-dire que ça nous coûte beaucoup d'argent chaque année pour louer le circuit, pour acheter du matériel, pour payer la personne qui s'occupe de ces mesures-là. Et donc typiquement, on vit une époque formidable, hyper intéressante. Je ne suis pas persuadé que la voiture électrique, ça va être la voiture de Monsieur Tout-le-Monde. Voilà, on peut en discuter, hein, mais parce qu'il y a aussi un problème de prix. C'est ce que j'allais dire. Alors, ils annoncent des tarifs équivalents aux voitures thermiques pour 2022. Oui, alors, est-ce qu'ils annoncent beaucoup de choses? Autrement dit, après-demain. Non, mais je sais. Ils annoncent énormément de choses. Ils ont annoncé un plan de 100 000 bornes de recharge, dont acte. Hein, oui. Sauf que bon, finalement, ce n'est que... C'est une annonce qu'ils avaient déjà faite et à l'origine, c'était prévu pour 2022. On verra si à fin 2021, c'est le cas. Mais même si... déjà, c'est pas l'État qui décide du prix des voitures. Ils peuvent faire de l'incitation fiscale, comme c'est le cas à l'heure actuelle avec le bonus sur les voitures électriques ou les primes à la conversion. Les primes à la conversion, il faut lire entre les lignes. Hein. Voilà, ça ne concerne pas tout le monde. En fait, la prime à la conversion sont éligibles les gens qui n'ont pas d'argent. Ouais. Donc les gens qui ne sont pas en capacité d'acheter une voiture neuve. Il ne faut pas avoir de budget. Et il ne faut pas avoir de budget. Et là où je voulais en venir, et c'est là où un problème se pose, c'est que je pense qu'il y a énormément de Français qui se disent oui, moi j'aimerais bien rouler plus propre, plus vert, etc. Sauf qu'il faut remettre les choses dans leur contexte. Le billet moyen d'une voiture neuve en France, c'est aux alentours de 25 000 €. Donc on n'a pas une très très grosse voiture pour mettre toute la famille à ce prix-là. Je dis bien pour une voiture neuve. Et je comprends les ventes aux entreprises. La voiture la plus vendue aux particuliers en France, c'est une Dacia Sandero. Oui. Donc c'est un budget, on va dire, à la louche de 13 500 €. Donc à 13 500 € des voitures électriques, il n'y en a pas sur le marché. Il va y en avoir une qui va arriver l'année prochaine, ce sera une Dacia aussi, mais ça sera une toute petite voiture faite que pour la ville. Donc voilà, on est dans une sorte d'environnement en ce moment où finalement les gens, les automobiles se posent énormément de questions. Et c'est à nous de façon la plus pédagogue, mais de façon aussi la plus vigilante aussi, de répondre à ça. C'est-à-dire que vous avez quel usage? En fonction de cet usage-là, achetez ce type de voiture-là. Et un commercial qui va parcourir plusieurs dizaines de milliers de kilomètres, parfois même au-delà de 100 000 par an, il y a des gens qui conduisent énormément. La voiture la plus économique pour lui, et là peut-être la plus vertueuse, c'est un diesel. Encore à l'heure actuelle, alors que le diesel, on crache dessus.
Ah là là, nous pourrions encore passer des heures à évoquer les avantages et les inconvénients de l'électrique, les vertus du diesel, car Pierre à l'instant vient bien de qualifier de vertueuse une voiture diesel. C'est son analyse de journaliste et il serait intéressant de développer, mais cela fera l'objet d'un autre podcast. Nous continuons de tester la C4 et donc de rouler. Bon, en tout cas, je vois que sur autoroute et par temps de pluie, tu respectes bien la limitation à 110. Mais j'ai un permis, félicite. J'ai un permis de conduire, j'en ai besoin. On arrive bientôt parce que quand est-ce qu'on passe aux choses sérieuses ? On va sortir de l'autoroute dans à peu près, je pense, 4 minutes. Et donc là, on va se retrouver dans une zone un peu plus roulante, entre guillemets, de la départementale. Donc, comme tu as pu constater, je t'ai récupéré, on a fait de la ville. Donc la ville déjà c'est riche d'enseignements pour le confort à basse vitesse. Ça permet aussi en ville d'apprécier la souplesse d'un moteur, l'efficacité d'une boîte de vitesse. Là en l'occurrence c'est une boîte auto, mais il faut savoir que les boîtes automatiques sont pas toutes forcément douces. Donc déjà ça ce sont des premiers enseignements. Le freinage aussi en ville, pas mal. Le freinage en ville c'est en particulier pour les voitures électriques. Et puis là maintenant on est sur autoroute. Donc sur autoroute, ce qu'on va être en mesure d'apprécier, c'est le confort acoustique de la voiture, le confort de roulement également, la capacité de la voiture à pouvoir dépasser, tout simplement. Ce qu'on appelle la reprise, voilà. Exactement. Et c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est que notre métier, c'est pas, on n'est pas des pilotes. Non. Notre métier, c'est de nous mettre en situation de monsieur tout le monde. Moi, j'ai l'impression qu'on part en week-end là. Oui, alors on a mal choisi notre journée au niveau de la météo, mais voilà, il faut aussi se mettre dans la situation de monsieur tout le monde. On va dépasser cette situation-là plus tard dans la journée parce que ça fait partie de mon travail. Mais c'est le fait de varier le parcours, varier les types de routes, ça nous permet vraiment d'avoir une vision à 360 degrés du produit. Eh bien moi je me laisse guider aujourd'hui, je ne suis que passagère et j'ai hâte de découvrir la suite et notamment pourquoi pas donc si je comprends bien de malmener quelque peu cette nouvelle Citroën C4. Et la suite, vous la découvrirez dans les épisodes 2 et 3 de Covoiturage avec Pierre Lefebvre. Au programme, une virée dynamique dans le Vexin et une expérience sportive sur le circuit de Montlhéry.